Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis luthier. Je passe mes journées à redonner vie à des violons qui ont parfois 200 ans de plus que moi. Je vis à Mirecourt, dans les Vosges, dans le petit appartement au-dessus de l'atelier de mon père. L'odeur de la térébenthine et du bois de rose imprègne même les draps de mon lit. Le matin, Le parquet grince toujours aux mêmes endroits quand je me lève pour faire le café. Ma routine est réglée comme une horloge. À 7 heures, je descends dans l'atelier. La lumière du matin traverse les grandes fenêtres et se pose sur la poussière de bois en suspension. Je prends mes outils, toujours rangés dans le même ordre sur le panneau mural. le manche usé du ciseau à bois est froid dans ma paume. Je passe la journée à sculpter, coller, vernir. Le seul bruit est celui de mes gestes, le raclement d'une gouge ou le léger sifflement du papier de verre. Pour le déjeuner, je m'assois sur les marches de l'atelier et je mange un sandwich en regardant les gens passer. Je ne connais personne, pas vraiment. Je hoche la tête. Parfois, je réponds à un salut. Les conversations s'arrêtent vite. Je finis mon pain, je brosse les miettes de mon pantalon et je retourne à mon établi. Il y a une sorte de calme dans cette solitude. Mon père disait que le bois demande toute notre attention, qu'il n'aime pas être partagé. C'est un mardi que la sonnette de la porte a tinté différemment. Ou peut-être que c'est moi qui l'ai entendu différemment. J'étais en train d'ajuster l'âme d'un alto, la tête penchée, concentrée sur la tension des cordes. J'ai posé l'instrument avec précaution sur la feutrine verte de mon établi et j'ai essuyé mes mains pleines de colophane sur mon tablier en cuir. C'est là que je l'ai vue. Elle se tenait près du comptoir, un étui à violoncelle posé à ses pieds. Elle était plus âgée, on le voyait tout de suite. Pas aux rides, mais à la façon dont elle se tenait, bien droite, sans l'agitation de la jeunesse. Un fil d'argent unique courait dans ses cheveux bruns, juste au-dessus de sa tempe gauche. Elle portait une veste en tweed un peu usée au coude et tenait ses lunettes dans sa main. Elle a tapoté la monture contre sa paume, 2 coups secs, en regardant les violons suspendus au plafond. Je me suis approché du comptoir en poussant du pied un copeau de bois qui traînait. Elle a baissé les yeux vers moi. Son regard n'était pas curieux, il était direct. Elle avait une minuscule cicatrice blanche juste au-dessus de sa lèvre supérieure, presque invisible. Elle a posé ses lunettes sur le bois du comptoir. Le geste était précis, définitif. « J'ai un problème avec cet instrument », a-t-elle dit. Sa voix était plus grave que ce que j'imaginais. Elle a ouvert l'étui. L'intérieur était en velours bordeaux, décoloré par le temps. Le violoncelle était magnifique, mais une fissure courait le long de la table d'harmonie, comme une blessure. J'ai passé mes doigts délicatement sur le vernis craquelé. Le bois était encore chaud, comme s'il venait d'être joué. J'ai senti son regard sur mes mains pendant que j'examinais les dégâts. Je n'ai pas relevé la tête. Je suis resté concentré sur le travail à faire. C'est un Testor, a-t-elle précisé. Il a appartenu à mon grand-père. Il l'a sauvé d'un incendie à Milan. Elle parlait de l'instrument comme d'une personne. Pendant qu'elle racontait, elle a sorti un stylo de son sac et a commencé à le faire tourner entre ses doigts. Un geste répétitif et nerveux qui contrastait avec son calme apparent. J'ai hoché la tête en continuant mon inspection. Je pouvais sentir son parfum, quelque chose de discret, comme du papier de vieux livres et de la bergamote. J'ai fini par relever les yeux. Il faudra du temps. Je dois l'ouvrir pour voir l'état du barrage. Elle a arrêté de faire tourner son stylo. Elle l'a simplement tenu, immobile. Prenez le temps qu'il faudra. Il est important. J'ai remarqué une petite tache d'encre bleue sur le côté de son index, une tache qui n'avait rien à faire là. Elle a suivi mon regard, a vu la tache et a replié son doigt, un peu gauchement. J'ai pris un carnet de commandes sur le comptoir. La couverture est en carton rigide, taché de vernis. J'ai ouvert à une page vierge et j'ai saisi un crayon. Votre nom ? J'ai écrit les informations, la description du violoncelle, la nature des réparations. Ma main était stable, mais j'ai appuyé un peu trop fort sur le papier en écrivant son numéro de téléphone. J'ai dû repasser sur les chiffres pour qu'ils soient lisibles. Elle m'a regardé faire, en inclinant légèrement la tête sur le côté. C'était un mouvement subtil, presque imperceptible. Un cheveu s'est détaché de sa coiffure et est tombé sur son front. Elle ne l'a pas repoussé. Elle est restée là, à me regarder écrire, dans le silence de l'atelier seulement troublé par le bourdonnement d'une mouche contre la vitre. Quand j'ai eu fini, j'ai refermé le carnet.
le bruit sec a résonné dans la pièce. « Très bien », a-t-elle dit en remettant ses lunettes. Elle a jeté un dernier regard au violoncelle, puis à moi. « Vous m'appelez quand vous en saurez plus. » Elle s'est retournée et est partie sans un mot de plus. La sonnette a tinté à nouveau. Je suis resté là, debout derrière le comptoir, à écouter ses pas s'éloigner sur le trottoir. Et c'est comme ça que moi, Léo, dans mon atelier de Mirecourt, je me suis retrouvé avec le violoncelle d'Éléonore et la promesse de l'appeler la semaine suivante. J'ai attendu 3 jours avant d'appeler Éléonore. 3 jours pendant lesquels son violoncelle reposait sur un chevalet au centre de l'atelier comme un patient endormi. Chaque fois que je passais devant, je ralentissais le pas. Le téléphone, posé sur le comptoir, semblait me regarder. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier une dizaine de fois, j'ai répété ce que j'allais dire, des phrases simples et techniques sur l'état du barrage harmonique. Finalement, un jeudi après-midi, j'ai décroché le combiné. Le plastique était froid et lourd dans ma main. Sa voix était exactement comme dans mon souvenir, calme et posée. J'ai expliqué mes premières observations, le besoin de détabler l'instrument avec une extrême précaution. Je parlais trop vite, mes mots se bousculaient. Je l'ai entendu prendre une inspiration de l'autre côté du fil. « Faites ce qui doit être fait, Léo. Je vous fais confiance. » J'ai agrippé le crayon posé près du carnet de commande, le faisant rouler entre mon pouce et mon index. Nous avons convenu qu'elle passerait le lendemain pour voir par elle-même. Elle est arrivée le vendredi suivant, juste avant la fermeture. J'étais en train de poncer une touche en ébène et le bruit du papier de verre s'est arrêté net quand la sonnette a tinté. Elle portait un autre pull, une couleur rouille qui faisait ressortir le fil d'argent dans ses cheveux. Elle s'est approchée de l'établi sans un mot, son regard fixé sur les entrailles de son violoncelle, ouvert et exposé sous la lampe de travail. J'ai reculé d'un pas pour lui laisser la place. Je lui ai montré le barrage interne, les fissures fines comme des cheveux qui couraient le long du bois. J'ai pointé du doigt les anciennes réparations, maladroites. Elle écoutait, la tête légèrement penchée, son attention totale. J'ai remarqué qu'elle ne regardait pas le bois, mais mes mains, mes doigts couverts de poussière d'épicéa qui traçaient les lignes du désastre. J'ai rentré mes mains dans les poches de mon tablier, soudainement conscient de mes ongles sales et de mes callosités. Pendant que je rangeais quelques outils qui traînaient, elle a posé une question sur mon père. Si c'était lui qui m'avait tout appris. J'ai répondu par un simple hochement de tête, en ramassant un chiffon pour essuyer une surface déjà propre du comptoir. Parler de lui rendait toujours ma gorge sèche. J'ai évité son regard, me concentrant sur le mouvement circulaire de ma main sur le bois verni. Le silence est revenu, seulement comblé par le léger grincement du parquet sous ses pieds. La petite tache d'encre bleue était toujours sur son index, ou peut-être que c'en était une nouvelle, au même endroit. Elle a suivi mon regard, et avec un geste presque imperceptible, a replié son doigt dans la paume de sa main. Ce petit mouvement, cette tentative de cacher une imperfection, m'a semblé plus révélateur que n'importe quelle conversation. J'ai détourné les yeux, me sentant comme un intrus, et j'ai repris le fil de mes explications techniques sur les cols et les temps de séchage. Son regard a ensuite balayé mon établi, s'attardant sur les outils, les pots de vernis et un petit oiseau en bois que j'avais sculpté dans une chute d'érable. C'était une chose informe, à peine reconnaissable, que je travaillais quand mes pensées s'égaraient. Je l'ai rapidement pris et l'ai glissé dans la poche de mon tablier. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. C'était stupide, un simple bout de bois, mais je me sentais exposé, comme si elle avait lu une page de mon journal. Elle a eu un petit sourire en coin, mais n'a rien dit. Elle a juste ajusté ses lunettes sur son nez, un geste lent et délibéré. « C'est un travail fascinant », a-t-elle simplement commenté en regardant à nouveau le violoncelle. Elle est partie peu après, me laissant avec l'odeur de son parfum qui se mêlait à celle de la térébenthine. Je suis resté immobile un long moment, la main dans ma poche, mes doigts serrés autour du petit oiseau en bois encore chaud. Une semaine plus tard, j'avais besoin de son avis sur un morceau d'érable pour une pièce de renfort. Je lui ai proposé de se retrouver dans un café du centre, pour que je n'aie pas à transporter le bois fragile. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre. La pluie fine striait la vitre. J'ai posé les 2 échantillons de bois sur la table, entre nos tasses. J'ai tapoté ma cuillère contre la porcelaine, le bruit me semblait anormalement fort dans le murmure du café. Elle tenait sa tasse à 2 mains, comme pour se réchauffer. La lumière grise de l'extérieur attrapait la cicatrice au-dessus de sa lèvre, la rendant visible pour une seconde.
Elle a choisi un des morceaux de bois après l'avoir longuement examiné, le tournant et le retournant dans ses doigts fins et marqués par l'encre. J'ai regardé mes propres mains, posées sur la table. Elles me paraissaient soudainement énormes et maladroites à côté des siennes. Je les ai glissées sous la table, sur mes genoux. Elle a soupiré en parlant d'un article qu'elle n'arrivait pas à finir pour une revue d'art. Juste une phrase, lancée comme ça, en regardant la pluie. Parfois, les mots ne veulent tout simplement pas venir. C'était la première fois qu'elle laissait entrevoir une faille, une frustration qui n'avait rien à voir avec son instrument. Elle s'est frotté les tempes une seconde, les yeux fermés. Le geste était si fugace que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Je n'ai rien trouvé à répondre. Alors j'ai juste hoché la tête et j'ai bu une gorgée de mon café qui était devenu froid. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. C'était différent. C'était un silence où quelque chose avait été partagé, même si ce n'était qu'un instant de fatigue. Elle a rouvert les yeux, a regardé sa montre et a dit qu'elle devait y aller. J'ai payé les cafés en insistant un peu, puis nous sommes sortis sous le crachin. Puis c'est devenu une habitude. Chaque vendredi après-midi, elle passait à l'atelier. Officiellement, c'était pour suivre l'avancement des travaux. Mais les discussions sur le violoncelle devenaient de plus en plus courtes, laissant place à d'autres sujets. Le temps, les livres qu'elle lisait, un concert à la radio. Je me suis mis à ranger et à balayer plus soigneusement l'atelier le vendredi matin, alignant mes ciseaux et mes gouges avec une précision presque maniaque. Elle n'appelait jamais avant de venir. Mais vers 4 heures, je commençais à écouter le bruit des pas sur le trottoir, attendant le tintement familier de la sonnette. Je me surprenais à arrêter mon travail quelques minutes avant, sous prétexte de nettoyer une lame ou de chercher un outil dont je n'avais pas besoin. Je préparais mentalement une ou deux choses à lui dire, une anecdote sur un bois particulier, une question sur la ville, des choses simples, juste pour remplir l'air. Ce vendredi-là, elle n'est pas arrivée les mains vides. Elle tenait 2 gobelets en carton. J'ai pensé que vous aimeriez un café. Le vrai, pas celui de votre machine. Elle m'en a tendu un. Nos doigts se sont effleurés quand j'ai pris le gobelet chaud. Juste une seconde. J'ai senti une sorte de décharge électrique, brève et ridicule. J'ai failli lâcher le gobelet. La gouge que je tenais dans l'autre main m'a échappé et a atterri sur l'établi avec un bruit sec. Pendant 2 mois, ce fut notre rituel. Chaque vendredi, elle apparaissait avec 2 cafés et nous parlions au milieu des copeaux de bois, à côté du corps à cœur ouvert de son violoncelle. Et ce petit oiseau sculpté que j'avais caché la première fois restait dans la poche de mon tablier. Ses arêtes s'étaient adoucies à force que mes doigts le touchent, nerveusement, surtout depuis ce jour où nos mains s'étaient frôlées et où quelque chose avait changé dans l'air poussiéreux de l'atelier. Les vendredis sont devenus une certitude dans le calendrier de mes semaines. L'odeur du café qu'elle apportait se mêlait à celle de l'atelier, créant un parfum nouveau, le nôtre. Je me suis mis à acheter des financiers chez le pâtissier du coin, parce qu'une fois, elle avait mentionné en passant que c'était ses préférés. Je les posais sur un coin propre de l'établi, sur un morceau de papier craft, et j'attendais le tintement de la sonnette qui annonçait son arrivée. Elle ne parlait plus seulement de livres ou de musique. Un après-midi, en regardant la lente progression de la réparation, elle a laissé échapper une phrase sur son ancien appartement à Paris. Elle a décrit la vue sur les toits de zinc, puis s'est arrêtée net. Sa main est allée à son cou, un geste bref, comme pour toucher un collier qui n'était plus là. J'ai continué à polir une cheville en palissandre, sans relever la tête, lui laissant l'espace pour continuer ou se taire. Elle a fini par reprendre, sa voix un peu plus basse. Elle a parlé de son mariage, de son ex-mari qui n'aimait pas qu'elle travaille tard, qui trouvait ses ambitions peu féminines. Pendant qu'elle parlait, elle a pris un de mes ciseaux à bois et a fait rouler le manche en buis entre ses paumes. Le geste était lent, distrait. J'ai arrêté mon propre mouvement, écoutant le son du bois roulant dans ses mains et le poids de ses mots non dits. Une autre fois, nous sommes sortis pour chercher un vernis spécial chez un fournisseur de l'autre côté de la ville. Le soleil de fin d'après-midi était bas et doré. En marchant, nos épaules se sont frôlées. Ni elle ni moi n'avons corrigé la distance. Nous avons continué à marcher comme ça, un contact léger et constant, sur quelques mètres. J'étais hyper conscient de la texture de sa veste en tweed contre le coton de ma chemise. Mon souffle s'est fait un peu plus court. Nous avons croisé un de ses collègues de l'université, un homme grisonnant avec un air important. Il l'a salué, puis son regard a glissé sur moi, s'attardant une seconde de trop.
J'ai vu le calcul dans ses yeux, la question. Éléonore a redressé le menton, sa poignée de main avec lui a été plus ferme que nécessaire. Je me suis reculé d'un pas, j'ai regardé une vitrine, faisant semblant d'être très intéressé par une collection de pipes anciennes. Le reste du trajet s'est fait en silence. Elle avait les mains enfoncées dans les poches de sa veste et je sentais une nouvelle tension dans sa démarche. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas posé de questions. Quand nous sommes revenus à l'atelier, elle a posé sa sacoche sur le comptoir avec un peu plus de force que d'habitude. J'ai déballé le pot de vernis et j'ai commencé à lire les instructions sur l'étiquette, même si je les connaissais par cœur. Le vendredi suivant, elle m'a raconté la fin. Comment elle avait quitté Paris avec 2 valises et son violoncelle, laissant derrière elle une bibliothèque pleine de livres et un homme qui lui avait dit qu'elle ne serait jamais rien sans lui. Elle a dit ça en regardant le violoncelle sur mon établi, comme si elle lui racontait l'histoire à lui aussi. La petite cicatrice au-dessus de sa lèvre semblait plus blanche que d'habitude sous la lumière de la lampe. J'ai posé mes outils. Lentement, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier. J'ai sorti le petit oiseau en bois de ma poche. Il était complètement lisse maintenant, poli par des semaines de contact avec mes doigts. Je l'ai posé sur le bois du violoncelle, juste à côté de la fissure que j'étais en train de réparer. Je n'ai pas dit un mot. Je suis retourné à mon établi et j'ai commencé à réaffûter une lame qui n'en avait pas besoin. Elle n'a pas bougé pendant un long moment. Puis, je l'ai entendue se rapprocher. Elle a pris l'oiseau. Je pouvais sentir son regard sur mon dos, mais je n'ai pas osé me retourner. J'ai entendu le bruit léger de ses doigts caressant le bois sculpté. Elle l'a glissé dans la poche de sa veste. Le silence qui a suivi était différent. Il n'était plus lourd. Il était plein. Quand elle est partie ce jour-là, elle a posé sa main sur mon bras. Juste une seconde. Les semaines ont passé. L'automne a commencé à rougir les feuilles des platanes à l'extérieur. La réparation du violoncelle touchait à sa fin. Il ne restait que les dernières couches de vernis, celles qui demandent du temps pour sécher. Nos rendez-vous du vendredi n'avaient plus de prétexte professionnel. Ils existaient simplement. Parfois, nous ne parlions presque pas. Elle lisait, assise sur le vieux tabouret près de la fenêtre, pendant que je travaillais sur un autre instrument. Un soir, une pluie battante s'est abattue sur la ville. Elle avait oublié son parapluie. Je lui ai proposé de la raccompagner jusqu'à sa voiture, partageant le mien, un grand parapluie noir un peu déglingué. Sous l'abri étroit, nos corps étaient pressés l'un contre l'autre. Je sentais la chaleur de son épaule contre mon bras. Arrivée à sa portière, elle s'est tournée pour me remercier. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. La pluie martelait la toile du parapluie. J'ai vu ses yeux se fixer sur ma bouche. J'ai levé la main, lentement, et j'ai écarté une mèche de cheveux que la pluie avait collée sur sa tempe. Mon pouce a effleuré sa peau. Le temps s'est suspendu. Le bruit de la ville a disparu. Puis, les phares d'une voiture tournant dans la rue nous ont balayés, nous aveuglant un instant. Le moment était rompu. Elle a cligné des yeux, a murmuré un « bonne nuit » et s'est glissée dans sa voiture. Je suis rentré à l'atelier. J'ai fermé le parapluie et l'ai secoué. Des gouttes d'eau ont volé partout. Je suis resté là, dans le noir, à écouter la pluie sur le toit. Ma main, celle qui avait touché son visage, picotait encore. J'ai ouvert la paume et l'ai regardée, comme si je pouvais y voir l'empreinte de ce quasi-moment. J'ai refermé le poing, lentement. J'ai su, à cet instant, que le calme de ma vie solitaire était terminé. Le violoncelle était enfin prêt. Je l'ai appelée pour le lui dire. Elle est venue le lendemain, un samedi. L'atelier était silencieux et vide. Elle a fait le tour de l'instrument, ses doigts effleurant le vernis neuf qui cachait la cicatrice du bois. Elle a sorti son archet et a joué quelques notes. Un son grave, profond et clair a rempli l'espace. Elle a fermé les yeux en jouant, un léger sourire sur les lèvres. Après avoir payé, elle n'est pas partie tout de suite. Elle est restée, regardant les outils alignés sur le mur. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous n'avez plus mon violoncelle pour vous occuper ?» a-t-elle demandé, sa voix légère. Je me suis raclé la gorge. J'ai pris un chiffon et j'ai commencé à essuyer une tache imaginaire sur le comptoir. « Je trouverai bien quelque chose », j'ai répondu sans la regarder. « J'ai 2 billets pour un concert à Nancy, jeudi prochain », a-t-elle dit. « Un quatuor à cordes », je me disais. Elle a laissé sa phrase en suspens. J'ai arrêté de frotter le comptoir. J'ai levé les yeux vers elle.
Elle mordillait le coin de sa lèvre, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. Elle semblait nerveuse. C'était la première fois. J'ai senti mes propres mains devenir moites. Jeudi soir, je l'attendais devant la salle de concert. Je portais une chemise que j'avais repassée 3 fois. Quand elle est arrivée, elle portait une robe simple, bleu nuit. Le fil d'argent dans ses cheveux captait la lumière des lampadaires. Elle m'a souri et j'ai oublié la phrase que j'avais préparée. Nous sommes entrés et quand l'ouvreuse nous a conduits à nos places, nos mains se sont frôlées. Cette fois, je n'ai pas retiré la mienne, je l'ai laissée là. Pendant le concert, dans la pénombre, sa main a trouvé la mienne sur la coudoir que nous partagions. Ses doigts se sont simplement posés sur les miens. Un contact si léger que c'était à peine un contact. Je n'ai pas bougé. J'ai passé le reste du concert à écouter la musique, mais tout ce que je sentais, c'était la chaleur de sa peau contre la mienne. Mon cœur battait au rythme des pizzicatos du violoncelle sur scène. Après le concert, nous avons marché le long des rues pavées. La nuit était fraîche. Nous avons trouvé un petit bistrot encore ouvert et nous avons commandé 2 verres de vin. Sur la table, entre nos verres, elle a posé le petit oiseau en bois. Il semblait minuscule sous la lumière tamisée du bar. Nous avons parlé de tout et de rien, mais nos regards disaient autre chose. Une conversation silencieuse se déroulait sous la surface des mots. Ce soir-là, en la raccompagnant, je ne l'ai pas laissée à la portière de sa voiture. J'ai marché avec elle jusqu'à la porte de son immeuble. Nous sommes restés là un moment, dans le silence de la nuit. Il n'y avait plus de pluie, plus de phare pour nous interrompre. J'ai simplement posé ma main sur sa joue et je l'ai senti s'incliner dans ma paume. Tout semblait simple, enfin, une évidence. Je suis rentré chez moi en marchant, le cœur léger, persuadé que quelque chose venait enfin de commencer. Le téléphone a sonné un mardi soir. J'étais en train de lire, assis dans le vieux fauteuil de l'atelier, le livre posé sur mes genoux. Le son strident a déchiré le silence. J'ai décroché. C'était une voix inconnue, neutre, qui parlait d'une voiture, d'une route départementale glissante et de l'hôpital de Nancy. Le livre a glissé de mes genoux et est tombé sur le sol, les pages ouvertes. Je n'ai même pas pris la peine de le ramasser. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir. Elles ont heurté un pot de vernis qui s'est renversé lentement, mais j'étais déjà dehors. Les couloirs de l'hôpital sentaient l'eau de javel et une sorte de peur aseptisée. Le bip régulier d'une machine me parvenait avant même que j'arrive à sa chambre. Elle était là, allongée. Son visage était pâle, la petite cicatrice au-dessus de sa lèvre semblait plus sombre. Un tube fin partait de sa narine. Le fil d'argent dans ses cheveux était la seule chose que je reconnaissais vraiment. J'ai tiré un fauteuil en plastique près de son lit. Le bruit du plastique raclant le linoléum a résonné dans la pièce. Je me suis assis et j'ai attendu, les mains posées à plat sur mes genoux. Les jours suivants, sa mère venait. Elle m'apportait des cafés que je laissais refroidir sur le rebord de la fenêtre. Un après-midi, elle a posé sa main sur mon épaule. Ses doigts étaient froids et tremblants. « Elle ne voudrait pas ça pour toi, Léo », a-t-elle murmuré en regardant le mur blanc derrière moi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste secoué la tête et j'ai reporté mon attention sur la main d'Éléonore, posée sur le drap blanc. J'ai pris un gant de toilette humide et j'ai délicatement nettoyé la poussière qui s'était accumulée sous ses ongles. Quand elle a repris pleinement conscience, son regard a changé. Il n'y avait plus cette lueur que je connaissais. Une nuit, alors que la pluie tapait contre la vitre, elle a tourné la tête vers moi. Le mouvement était lent, difficile. Sa voix était à peine un souffle. « Tu dois partir. » J'ai arrêté de faire tourner entre mes doigts le petit oiseau en bois que j'avais gardé dans ma poche. Je l'ai serré si fort dans ma paume que les arêtes du bois m'ont fait mal. Je me suis levé pour lui ajuster son oreiller sans un mot. Elle a insisté, chaque jour. Ces mots étaient des pierres qu'elle me jetait. « Regarde-moi, ce n'est pas une vie. » Elle fixait le plafond en parlant, refusant de croiser mon regard. Je continuais ma routine. Je lui lisais des passages de ses livres d'art, je lui décrivais le temps qu'il faisait dehors, je lui racontais des banalités sur l'atelier. J'ai appris à changer sa perfusion, à reconnaître le son des différentes alarmes des moniteurs. Je bougeais, je m'occupais, pour ne pas avoir à répondre à ses mots. Le point de rupture est arrivé après une séance avec le kinésithérapeute. Quand il est parti, elle avait des larmes de rage silencieuses qui coulaient sur ses tempes. « Va-t'en !» a-t-elle crié. Ou du moins, elle a essayé.
Sa voix s'est brisée. « Trouve quelqu'un avec qui tu pourras marcher dans la rue. » J'ai attendu. J'ai pris une éponge et j'ai commencé à nettoyer la table de chevet, un geste lent et méthodique. J'ai attendu que le silence retombe, seulement troublé par le bip régulier de la machine qui mesurait son pouls. J'ai fini par poser l'éponge. Je me suis approché du lit. Je t'ai choisi quand personne ne pensait que c'était une bonne idée. J'ai dit doucement. Rien n'a changé. J'ai vu ses épaules, immobiles sous les draps, s'affaisser. Toute la colère l'a quittée d'un coup. Elle a fermé les yeux. J'ai sorti le petit oiseau en bois de ma poche et je l'ai posé sur la couverture, près de sa main. Le bois d'érable, lisse et chaud, contrastait avec le blanc stérile du drap. Elle a gardé les yeux fermés pendant un long moment. Je pouvais voir le tremblement de ses paupières. Puis, sans les ouvrir, elle a murmuré une question dans le silence de la chambre. La voix était si faible que j'ai dû me pencher pour l'entendre. « Tu vas m'abandonner ?» La question n'était pas pour moi, c'était pour elle. C'était la peur qui parlait, la peur qui vivait dans cette chambre depuis des semaines. J'ai attendu qu'elle ouvre enfin les yeux et qu'elle me regarde. Son regard était plein d'eau. J'ai cherché ses doigts avec les miens et je les ai serrés. Ils étaient froids, sans force, mais c'était sa main. J'ai secoué la tête, très lentement. « Jamais », j'ai répondu. Le mot est sorti, simple et solide. Ce n'était pas une promesse faite à la légère. C'était une constatation. C'était la seule chose qui était encore vraie dans ce monde qui s'était effondré. Une seule larme a roulé le long de sa tempe et s'est perdue dans ses cheveux. Je suis resté là, à lui tenir la main, jusqu'à ce que sa respiration redevienne régulière et qu'elle s'endorme. Le petit oiseau en bois était toujours posé sur la couverture, entre nous. Je l'ai repris et l'ai glissé dans la poche de ma veste. Dehors, la pluie avait cessé. Une lumière pâle de début de matinée commençait à filtrer à travers les stores. Je savais que la nuit était finie. Je ne savais pas ce que le jour apporterait, mais pour la première fois, je sentais que nous l'affronterions ensemble. La seule larme qui avait coulé sur sa tempe s'est séchée sur sa peau. Je suis resté là, à lui tenir la main, sentant le léger pouls sous mes doigts. Le silence dans la chambre n'était plus vide, il était rempli par ce seul mot. J'ai délicatement replacé sa main sur la couverture, en m'assurant que ses doigts n'étaient pas tordus dans une position inconfortable. La lumière de l'aube commençait à dessiner des rectangles pâles sur le linoléum du sol. J'ai tiré un peu les stores pour qu'elle ne soit pas éblouie à son réveil. Les jours qui ont suivi, une sorte de trêve fragile s'est installée entre nous. Les mots étaient rares. Je continuais ma routine, les soins, les lectures à voix haute, les descriptions du ciel par la fenêtre. Un après-midi, pendant que je changeais l'eau des fleurs que sa mère avait apportées, elle a parlé. Sa voix était à peine un murmure. « Tu n'as pas signé pour ça, Léo. » Elle regardait ses propres mains immobiles sur le drap, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas arrêté mon geste. J'ai juste coupé une tige un peu trop longue avant de répondre. Je ne me souviens pas d'avoir signé quoi que ce soit. J'ai posé le vase sur la table de chevet, en l'ajustant pour qu'il soit parfaitement centré. Je me suis tourné vers elle, j'ai pris un gant de toilette humide et j'ai commencé à lui nettoyer le visage, doucement. Je t'ai choisi, Éléonore. C'est tout ce qui compte. Mes doigts ont effleuré la petite cicatrice au-dessus de sa lèvre. Elle a fermé les yeux sous mon contact, une simple acceptation du geste. Elle a gardé le silence un long moment, le temps que je finisse de ranger la chambre. Puis, elle a de nouveau parlé, les yeux toujours clos. J'étais censé prendre soin de toi, pas l'inverse. Il y avait une note de frustration dans sa voix. La colère était partie, mais la fierté blessée était toujours là. J'ai ramassé un livre tombé au sol et je l'ai reposé sur la pile près de son lit. Je pouvais sentir son regard sur moi, même les yeux fermés. « C'est une folie », a-t-elle murmuré, cette fois en direction du plafond. « Regarde-nous. Va-t'en, Léo. Trouve quelqu'un avec qui tu pourras courir, voyager. » Ces mots étaient récités, comme une leçon qu'elle s'était forcée à apprendre par cœur. J'ai arrêté ce que je faisais. Je me suis approché du lit et j'ai attendu qu'elle ouvre les yeux. Quand elle l'a fait, son regard était plein d'une tristesse infinie.
Je t'ai choisi quand tout le monde disait que c'était de la folie. J'ai parlé calmement, en m'asseyant sur le bord du fauteuil en plastique. Rien n'a changé. J'ai sorti de ma poche le petit oiseau en bois. Il était chaud, poli par mes mains anxieuses. Je l'ai posé sur sa paume ouverte. Le poids était insignifiant, mais je l'ai vu réagir. Ses pupilles se sont dilatées d'une fraction de millimètre. Elle a fixé le petit objet en bois d'érable posé sur sa main inerte. Sa respiration s'est faite plus profonde, presque un soupir. Toute la tension a semblé la quitter d'un coup. Sa mâchoire s'est détendue, ses épaules se sont affaissées un peu plus dans les oreillers. Elle n'a pas détourné les yeux du petit oiseau, comme s'il contenait la réponse à une question qu'elle n'osait pas poser. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. La question qui est venue n'était pas celle que j'attendais. Elle était plus simple, plus directe, plus terrifiante pour elle. Sa voix était si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre. « Tu vas m'abandonner ?» La question flottait dans l'air stérile de la chambre, lourde de tout ce que nous avions perdu et de tout ce qu'il nous restait. J'ai cherché son regard et je m'y suis ancré. J'ai secoué la tête, lentement, pour qu'elle comprenne bien que ce n'était pas une parole en l'air. Jamais. Le mot était une pierre posée au fond d'une rivière, immobile et certaine. J'ai vu le soulagement dans ses yeux, si pur, si fragile, que ça m'a fendu le cœur. Une larme a roulé sur sa tempe. La première depuis l'accident qui n'était pas une larme de désespoir. Sans réfléchir, j'ai glissé la main dans la poche de ma veste. J'y avais mis une petite boîte il y a des semaines, sans trop savoir pourquoi. Mes doigts ont tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait un simple anneau d'argent que j'avais martelé moi-même sur un coin de mon établi, une nuit où je n'arrivais pas à dormir. Il était imparfait, plein de petites marques. Il était à nous. J'ai pris sa main gauche. Elle était froide. J'ai glissé l'anneau à son annulaire. Le métal semblait étrangement chaud contre sa peau. Le geste était maladroit, presque cérémonial dans le silence de la chambre, seulement troublé par le bip régulier du moniteur cardiaque. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé l'anneau là, à son doigt, une promesse silencieuse. Ses yeux se sont écarquillés, passant de l'anneau à mon visage. Une expression que je n'avais pas vue depuis des mois a traversé son regard. L'étonnement. Un souffle a passé ses lèvres, suivi d'un mot, à peine audible mais clair. « Tu es fou !» Et puis, pour la première fois, les coins de sa bouche se sont très légèrement relevés. Ce n'était pas un sourire, pas encore, mais c'en était la promesse. Un vrai sourire a éclairé mon visage. J'ai senti les muscles de mes joues se détendre après des semaines de tension. J'ai resserré mes doigts autour des siens, autour de l'anneau. Fou de toi. J'ai penché la tête et j'ai posé mes lèvres sur son front. Je suis resté là un instant, respirant l'odeur de sa peau, l'odeur de l'hôpital, l'odeur de notre nouvelle vie qui commençait. Nous étions fiancés, dans une chambre d'hôpital, avec une bague imparfaite et un avenir complètement incertain. Je savais qu'elle ne sortirait pas d'ici avant des mois, peut-être plus. Je savais que chaque jour serait un combat. Mais en regardant son visage apaisé, le petit oiseau toujours dans sa paume et l'anneau à son doigt, je savais aussi que nous n'étions plus seuls pour le mener. Le chemin serait long, mais nous venions de faire le premier pas. 2 ans ont passé. Notre appartement est au rez-de-chaussée, les portes sont assez larges pour laisser passer son fauteuil sans jamais accrocher. Le matin, je me lève toujours le premier. Je prépare le café, 2 tasses, pas une seule. J'ouvre les rideaux du salon. La lumière se pose sur le parquet que j'ai posé moi-même, sans seuil. Puis j'écoute. J'attends le léger bourdonnement électrique qui me dit qu'Éléonore s'est réveillée et qu'elle arrive de la chambre. C'est le nouveau grincement de mon plancher. La plupart des journées, nos silences se mêlent. Elle donne ses cours d'histoire de l'art via son ordinateur, sa voix claire remplissant l'espace pendant que je travaille sur un violon dans un coin de la pièce, transformé en un minuscule atelier. Parfois, je lève la tête de mon ouvrage et je la regarde parler du Caravage avec une passion intacte. Elle fait un geste avec sa tête pour changer de diapositive, un système qu'on a mis au point ensemble. Je replonge alors mes mains dans la poussière de bois. Pour le dîner, je cuisine en suivant ses instructions. Je pousse les légumes hachés sur la planche à découper et elle m'indique quelle épice ajouter, en tapotant la boîte du bout d'un long bâton qu'elle utilise pour atteindre les choses. Un soir, en lui tendant le sel, nos doigts se sont effleurés. Sa peau était chaude.
J'ai gardé ma main près de la sienne une seconde de plus que nécessaire avant de retourner au fourneau, le cœur battant un rythme familier. Il y a des jours difficiles. Un livre qui tombe et qu'elle ne peut pas ramasser. Une tasse qui lui glisse des mains. Je vois la frustration serrer sa mâchoire, la même qu'elle avait ce jour-là, à l'hôpital. Je m'approche sans un mot. Je ramasse l'objet, je nettoie. Je pose ma main sur son épaule. Juste une seconde. Elle prend une grande inspiration et le moment passe. Nous n'avons pas besoin d'en parler. Nous continuons simplement. Au centre du salon, à la place d'honneur, repose son violoncelle Testor. Parfois, je m'arrête pour l'épousseter. Mes doigts suivent la ligne de la réparation, cette cicatrice de bois que j'ai mis des mois à soigner. Elle est presque invisible maintenant, mais je sais qu'elle est là. Je me souviens de son parfum ce premier jour, de la tache d'encre sur son doigt. Je respire l'odeur de la cire d'abeille et je me sens chez moi. Le soir, nous nous installons sur le canapé, calés par des coussins. Je lui lis souvent des livres, pas des romans, mais des traités sur les vernis italiens du XVIIe siècle. Elle écoute, la tête penchée sur le côté, exactement comme elle le faisait dans l'atelier. Le fil d'argent dans ses cheveux bruns attrape la lumière de la lampe. C'est dans ces moments que je la vois, elle, pas le fauteuil, juste Éléonore. L'anneau d'argent à son doigt brille doucement. Avant de dormir, je brosse ses cheveux. Au début, mes gestes étaient maladroits. J'avais peur de lui faire mal. Maintenant, ma main est sûre. Je fais glisser la brosse lentement, du crâne jusqu'aux pointes. Elle ferme les yeux et appuie sa tête contre ma main. C'est notre conversation la plus intime, faite de gestes et de silence. Un rituel qui dit tout ce que les mots ne peuvent pas dire. Je repousse une mèche de son front, mes doigts s'attardent sur sa peau. Ce soir, nous sommes sur la petite terrasse que j'ai construite devant l'appartement. Enveloppés dans des couvertures, nous regardons la nuit tomber sur Mirecourt. Le métal de l'alliance à son doigt est froid contre ma paume. Elle pose sa tête sur mon épaule. Je ne pense plus à l'homme que j'étais, seul au milieu des copeaux de bois. Je regarde son profil apaisé dans la pénombre. Notre vie a commencé sur une musique différente, une musique que nous apprenons à jouer ensemble, chaque jour.